amoureux de toi, je le suis encore. Après tant d'années, je Ça donne des noms, ça fait des blagues très drôles ici là. Il y a une grand-maman qui dit, moi je suis grand-maman, je vais saucer dans ado, puis elle dit non, mais moi j'aime pas les ados là, moi. Oh, c'est bon. Que c'est bon. Est-ce que c'est possible d'avoir votre avis par rapport aux trompettes que vous goûtez? Il était temps. Où étiez-vous? Où étiez-vous? Je suis toujours fidèle. Ma plus belle œuvre d'art, c'est ton corps. Dans mon cœur, t'es toujours la plus belle. Je me suis pincé souvent, je le sais, réalisant que mon bonheur est immense. Fait que là, les enfants, tu sais, c'est plus... ça là, c'est un petit peu plus... Maintenant, goûtez à grand-papa. Oh my God. Je ne pensais pas vous trouver ici aujourd'hui. Ben oui, non. Et puis... Wow. C'est votre jour de chance. Wow. Vraiment. Regardez, j'ai travaillé fort. Je vais me... Je travaille à la ferme. Ben, je travaille à l'hôpital. Hein. Ah oui. Des 12 heures. Hein. Donc, ça, c'est... C'est parfait. Alors maintenant, goûtez à maman, votre salade, parce que j'imagine que vous êtes maman. Je n'ai pas d'enfant. Pour ça, je suis gourmande. Mais ma soeur est devenue grand-maman le mois passé, puis elle va le donner doublement le mois prochain. Ah ben, c'est drôle, hein, comment ça marche? Moi, je suis ma bien. tante. Vous êtes ma tante. Oui, ma tante. Il va falloir ma tante. Et mon oncle. Il aurait pu parler de ça. Alors. Très bon. Très bon. Maintenant, il vous reste le piment. Oh, je n'avais pas goûté. Non. Vous allez voir, mais ce qui est bien, c'est que ça brûle pas. Ça non, mais c'est parce que vraiment, là, vous avez une variété. Pas parce que vous le trouvez là. Oui, oui, bien sûr. Vous avez une variété qui fait que vous en avez pour tous les goûts. Quelqu'un qui dit non, c'est parce que... Il ne peut pas dire non. Non, puis en plus, le prix est vraiment raisonnable. Oui, c'est vrai. C'est de l'amour, là. Vraiment, c'est magnifique. Vraiment. Maintenant que vous avez goûté tous ces trempés et différents goûts, quel est votre premier choix? Ça, là, c'est très bon, mais je crois que c'était... Grand-maman? Grand-maman. C'est bizarre, hein? Tout le monde préfère grand-maman. Hein? Ah ouais? Quel est votre secret, Félix? Il n'y a pas une solidarité envers les grands-mamans. Ouais, peut-être, je sais pas. Peut-être parce que, tu sais, dans ma tête, c'est ma soeur qui devient grand-maman, mais c'est un petit peu moi. Vous, ouais. C'est un petit peu moi, là. C'est ça. On a vu ma nièce. Wow, c'est super. Vraiment, ouais, là, il y a grand-maman, mais j'aime beaucoup ces deux-là aussi. Papa. Mais vu que j'habite tout seul, puis là, j'avais déjà une petite réserve de qu'est-ce qui me restait, mais que c'est fini à l'avenir. Est-ce que vous allez être ici toujours? On va toujours être là. Parce que je veux pas... Là, vous m'avez fait goûter. Là, je veux pas que ça disparaisse. C'est au prix, là, parce que là, moi, là... Et en plus, j'ai une bonne nouvelle. On va sortir ça ici le mois prochain. On va les faire en tout petit format à $1. Pour le lunch. Pour le lunch. Parfait. Ça fera 6 petits. Et justement, c'est très bon pour les gens comme vous. Je viens d'acheter de la guacamole. Voilà. Je viens d'aller chez Costco, là, guacamole. Puis j'ai acheté justement du mousse. En petit format. Je viens d'en acheter, mais on peut les congeler. Bien sûr. Oui, mais ça, on ne peut pas congeler. Ça, on ne peut pas congeler parce que, OK, 1 an. C'est 1 an. Mais c'est ça. Oui, c'est 1 an. C'est ça. Quand vous avez ouvert, vous en avez 30 jours. Ça va être bon une journée. Ah, ça va être bon. On fait le star à la télé et on mange ça. On mange un mot. Font de moi un homme que je ne suis pas. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Stéphane Chouapi, rubrique entrepreneuriat. Nous sommes présentement au Métro Plus à Saint-Hubert et nous allons à la rencontre de l'entrepreneur Félix Nitoué. Suivez-moi. Alors Félix, dites-moi, quelle est la différence entre vos trompettes et celles des concurrents? Alors, c'est sûr qu'au Québec, je suis celui-là qui a initié les trempettes aux épices. Il n'y en avait pas. Mes concurrents font beaucoup des trempettes avec de la crème sucrée, avec du lait. C'est un style très nord-américain. Ça fait quoi, près de 150 ans qu'ils commercialisent ce style-là. Ils font aussi des trempettes aux épinards. Mais moi, je me suis spécialisé dans les épices. J'ai préféré offrir une gamme totalement différente de produits. Donc, les épices ne font pas de mal. Curry, curcuma, chili mexicain, poivre de Cayenne, que ce soit du poivre rose, que ce soit du poivre noir, que ce soit du cumin, ça ne fait pas mal aux gens. Ce qui fait mal aux gens, c'est le sucre, le sel ou le gras. Donc si maintenant les gens associent le gras avec des épices, et les épices ont beaucoup de fonctions, anticancérigènes, anti-inflammatoires, donc il y a des épices qui règlent tellement de problèmes de santé, des épices qui aident, qui combattent le diabète,
Vous avez par exemple le gingembre qui va beaucoup aider au niveau de la santé des gens qui consomment. Donc, tous ces épices-là contribuent à un mieux-être. Alors, pourquoi ne pas les mettre dans les produits? Donc, pour répondre à ta question, mes concurrents n'offrent pas les épices. Waouh. Je sais que vous m'avez expliqué tout à l'heure, mais je veux savoir pourquoi, quelle est venue cette idée d'avoir les épices? Est-ce que vous aimez tant la cuisine que vous êtes lancé, je veux lancer? Comment vous êtes venu l'idée de créer une entreprise de trempettes? Alors, l'idée est partie à Rimouski il y a de cela 12 ans. J'avais créé une entreprise qui s'appelait les Trempettes à Barré de Rimouski. En fait, comment j'ai eu l'idée? Très simple, c'est qu'il y a un médecin québécois qui combat le cancer qui s'appelle Dr Béliveau. Avec son collègue, ils ont sorti un livre qui s'intitule « Les aliments contre le cancer ». Dans ce livre-là qui était sorti, je pense, en 2007, il parlait beaucoup des aliments qui pourraient éventuellement aider les Québécois à avoir une meilleure santé si ces aliments étaient consommés, notamment les épices. Il avait fait une étude qui démontrait que les habitants, par exemple, de l'Asie du Sud, qui consommaient plus d'épices avaient moins de maladies cancérigènes que les habitants nord-américains. Et ils s'est rendu compte que l'alimentation jouait un rôle, même si après, il y a le stress, tout un tas de facteurs qui justifient le cancer. Et quand j'ai lu ce livre, là, j'ai acheté le livre en fait, et à partir du moment où je lisais, l'idée de bâtir une entreprise avec des épices est arrivée. Mais il faut quand même dire que quand je le fais, je me dis, est-ce que ça va marcher? Parce que c'est bien beau, les gens sont habitués à manger des trempettes French, sud-ouest ou du houmous. Faire ça, c'est un peu risqué. Alors donc, je me suis lancé, j'ai fait donc mayonnaise avec un peu de sauce tomate, du curry, du miel, quelques autres petites épices. J'ai essayé comme ça, ce qui marchait, j'ai considéré que c'était bon. Et je suis allé présenter cela à un acheteur des marchés métro à Rimouski. Et contre toute attente, il m'a dit, Félix, bingo, on aime ça. Wow. Et quand est-ce que tu nous livres ça? Wow. J'ai fait, vous livrez ça quand? Alors voilà un peu comment l'aventure part. Ok. Donc vous êtes en train de me dire que votre premier client a été ce restaurant-là, a été ce supermarché-là? Oui, c'est un acheteur de tous les marchés métro dans le Bas-Saint-Laurent. Mais il n'achetait pas juste pour lui, il avait, je pense qu'il avait 8 supermarchés, l'acheteur. Donc en rentrant chez lui, j'ai rentré dans 8 supermarchés d'un coup. Dans tout le Bas-Saint-Laurent. Le Bas-Saint-Laurent, ça part de Sainte-Anne-des-Monts jusqu'à la Pocatière. Donc, vous imaginez-vous, Trois-Pistoles, Rimouski, Matane. Je le comprends tout à fait. Mais d'habitude, les gens, quand ils conçoivent des petits mets, soit ils goûtent d'abord premièrement, mais après, ils font goûter à leur famille, à leurs amis. Non, vous êtes directement allé au supermarché. C'est vrai parce que moi, j'avais une copine qui m'a dit que c'était pas bon. D'accord. Elle m'a dit c'est pas bon. J'ai dit pourquoi? Elle m'a dit c'est sucré. Elle a dit ok, donc tu comprends que la personne qui peut me soutenir m'avait déjà découragé. Je comprends. Je me suis dit ok, moi j'avais un instinct qui me disait que c'était bon. Je sais pas pourquoi, moi je croyais c'était cette saveur là, la papa. Donc moi mon instinct me disait qu'il était bon. Et c'est à partir de ce moment je me suis dit je vais suivre mon instinct, je suis allé. Heureusement j'ai suivi mon instinct. Parce qu'elle m'avait dit c'est pas bon, personne ne va acheter ça, c'est sucré. Comme quoi parfois la famille ça décourage. C'est vrai, vous avez raison. Je veux revenir aux trempettes de Rimouski. C'est vrai qu'on a entendu à travers les réseaux sociaux que vous avez perdu votre entreprise. Les téléspectateurs veulent savoir en fait un bref résumé de votre ressenti par rapport à cette histoire-là. Comment ça s'est passé et comment vous en êtes sorti aussi également? En fait, je ne sais pas si je suis complètement sorti parce que je pense qu'il y a probablement une saga judiciaire qui va arriver. Je ne voulais pas la lancer tout de suite, la saga judiciaire. C'est simple, mais en même temps, c'est complexe. Ça fait 12 ans que j'ai mon entreprise. Et il y a de cela 2 ans, la bannière IGA, qu'on appelle Sobeys, qui gère tous les IGA, m'a donné un contrat pour que je puisse livrer dans tous leurs magasins. Oui. Pour livrer dans leur magasin, il fallait sous-traiter dans une entreprise qui avait un permis fédéral. Vous savez, le Canada, c'est une fédération. Et donc, une entreprise qui est canadienne va vouloir qu'on fabrique des produits dans une usine qui est fédérale. Une entreprise qui est québécoise va demander qu'on fabrique dans une usine provinciale. Donc, en fait, chacun a ses permis et ses codes et ses standards. Et cette entreprise a voulu que je fabrique dans une usine fédérale. En le faisant, j'étais obligé de sortir mes recettes chez moi et les confier à quelqu'un d'autre. Alors, cette personne qui avait mes recettes avait donc accès à toute ma production au niveau des produits, savait exactement combien on vendait, combien il faut sortir de son unité de production. Bref, était à même capable de savoir si ces produits-là font de l'argent ou pas. Maintenant, j'ai eu la malchance, l'année dernière, mon papa a eu
une infarctus au Cameroun, donc je me suis ramassé au Cameroun pour assister mon père, mais c'est ça traîner. J'ai passé 5 mois. Il faut bien comprendre que c'est mon père. On n'a pas de papa au monde. Donc moi, si je perds mon père, j'aime mieux l'accompagner jusqu'à la fin que d'être juste au Canada. Et puis comme me dit, ben, papa est mort, tu prends l'avion, tu vas l'enterrer. Pour moi, je voulais l'accompagner mon père. Donc durant mon absence, j'ai une plainte d'un distributeur qui, lui, était plutôt jaloux de savoir que c'est plus lui qui distribuait mes produits parce que là, c'est autorisé dans une bannière. Lui, il décide de porter plainte pour près de 200 000 $. C'est quand même beaucoup d'argent. Et il veut que je lui donne 200 000 $ parce que lui, il ne peut plus livrer mes produits. Mais ce mec, il n'a même pas de contrat avec moi. Mais au Québec, malheureusement, quand vous ne pouvez pas vous présenter en cours, vous perdez. Alors j'ai perdu. Alors c'est ça, une grosse erreur. Ben, une grosse erreur. C'est-à-dire que pour moi, c'est une erreur que j'ai commise. J'aurais pu venir, mais j'avais pensé que ma cause avait été reportée et que le juge attendrait que je revienne. Mais lui, il avait probablement un très bon avocat. Donc, ils ont gagné par défaut. Par défaut. Mais il a donc saisi mon entreprise avec son huissier et ils ont tout saisi dans mon entreprise. Et les comptes bancaires et tout dans la compagnie. Donc il faut comprendre que quand je reviens au Québec, au mois d'avril dernier, je suis dans tous mes états parce que mon entreprise est fermée. Alors, j'ai donc une personne, ce partenaire-là qui faisait mes produits, je m'avais dans le voir et je lui dis, je vais pas payer 200 000 à cet homme-là qui me réclame de l'argent. Avec toi, on va s'associer, on va devenir partenaire. Comme tu fabriques déjà mes produits, ben, je vais te donner toute ma production dans ton usine, donc je sous-traite tous mes produits avec toi pour tous mes clients. En retour, toi tu gagnes, tu feras beaucoup plus d'argent, donc tu auras toutes les bannières avec toi. Ah, ben, il était très content. Le truc c'est que on participe à des réunions où on décide des montants d'argent qu'il faut pour que je rachète ma compagnie. Nous mettons en entente. Je m'avais créé une nouvelle entreprise pour accueillir l'autre entreprise qui arrive. Il était en accord. Le jour où nous devons maintenant ce qu'on appelle l'assemblée des créanciers, parce que là, le syndic il déclare officiellement la vente de la compagnie. Le syndic, c'est la justice. Donc, ils doivent être sur les arbitres, sont neutres. Et ils savaient très bien que mon intention était de racheter ma compagnie. Donc, je propose dans l'enveloppe d'utiliser un prête-nom pour doubler la mise et faire semblant comme si lui, il ne sait pas ce qui se passe. Devant nous, il a joué le jeu. Nous, on était vraiment convaincus que ce n'était pas lui. Mais moi, mon intuition, moi, je suis Camerounais. Hein. je sais c'est quoi les gens qui ont cette tendance-là. Mon intuition me disait, ça ne peut être plus. Parce que vous savez, très souvent, le mal, il vient de l'intérieur. Il ne vient pas souvent loin. La personne qui va te faire du mal, c'est celui, très souvent, qui est proche de toi. Alors, mon intuition me disait, c'était lui. Et donc, il fallait absolument que je remette les recettes à la personne qui achetait la compagnie. C'est ça, c'est une entreprise de trompette. Le fonds de commerce, ce sont les recettes. Tu n'as pas de recettes, tu n'iras nulle part. Mais le monsieur, je n'ai jamais eu personne qui m'a demandé les recettes. Et 3 semaines après, j'apprenais qu'il y a des commandes dans les magasins et que quelqu'un est en train de vendre des trompettes à Barrette de Rimouski. Alors, ça fait 12 ans que je suis au Québec. Hein. J'ai 900 clients. J'ai des amis. Mais donc, même que j'ai un ami sur 3, j'ai au moins 300 amis. Donc, j'ai des amis qui m'ont appelé, qui m'ont dit, Félix, qu'est-ce qui se passe? Parce que je suis le seul noir qui vend les trompettes à Barrette au Québec. Donc, à un moment donné, là, tout le monde te connaît. Et je n'ai pas de représentant. C'est moi-même qui vends mes produits dans tout le Québec. Dans chaque magasin qui vend mes produits, c'est moi-même qui suis allé voir le magasin. Donc, ça dit qu'à un moment donné, tous les gérants savent c'est qui Félix. Et là, quand moi je leur ai dit, écoutez, demandez qui est derrière la compagnie. Quand j'ai entendu le nom Délit Fruits, j'ai dit, mais attends, c'est mon ancien partenaire. Vous saviez déjà qui c'était. Alors, c'est facile parce que bon, le gars il faisait les recettes, il s'est probablement dit, je vais faire les recettes, pourquoi je vais me mettre partenaire avec lui, je peux prendre toute la compagnie. On décide de voyager dans le même train parce que le train a un petit problème à la gare, tu décides de... On ne le répare ensemble pour le monde de démarrer, tu mets le dehors, ouais, tu t'en vas avec le train. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors, maintenant tu demandais le réveil. En fait, je me suis réveillé parce que, comme je viens de te le dire, j'ai 900 clients au Québec. Comme je disais, si j'ai un ami sur 3, j'ai au moins 300 amis. Donc, j'ai au moins 300 potentiels magasins que si je viens avec un produit, ils vont me dire oui. C'est pas compliqué. Et je pense que mon partenaire n'avait pas pensé à ça. Il n'avait pas pensé que j'avais des amis. Il n'avait pas pensé que 12 années d'expérience, c'est 12 années d'expérience. Alors donc, du coup, ce sont ces gens-là qui ont décidé sciemment de boycotter mon ancienne marque parce que je leur ai raconté l'histoire et ils me disent, on va t'attendre à ce que tu nous apportes une nouvelle marque. Alors donc, du coup, comme dans ce marché, alors, je viens ici parce qu'il me dit, moi, je veux ta nouvelle marque.
Très bien. Et donc, c'est comme ça que je me réveille doucement, et je me refais une petite santé financière parce que bien évidemment, je n'avais plus rien. J'ai perdu les employés, et la voiture, et de l'argent, et le compte bancaire, et les recettes, et les équipements, et l'entreprise. Tout. Donc du coup, voilà. Je paye même ma cravate, tu vois. Il y a toujours une touche d'humour, Félix. Toujours une touche d'humour, même dans le drame. Mais j'ai une question qui est liée à ça. Justement, pourquoi l'envie de se relever? À cause des clients que vous avez déjà battus, la relation que vous avez? Qu'est-ce qui vous a donné ce courage, justement, de dire non, je veux continuer? Parce qu'il y en a beaucoup à travers, justement, cette histoire, cet échec ou cette perte, peut décider totalement d'abandonner. Pourquoi vous avez décidé de continuer? Mais premièrement, parce qu'honnêtement, j'ai travaillé 12 ans. Là. 12 ans. Imaginez-vous, moi je suis arrivé au Québec, j'étais étudiant à l'Université de Trois-Rivières, j'avais 24 ans. J'ai créé mon entreprise à 29 ans. J'ai travaillé 12 années là, pour monter cette entreprise-là. Si, on dit 12 ans, mais au fond, c'est 13 ans, parce que je l'ai créé à 29 ans, je l'ai déclaré à 30 ans, parce que je voulais que ça marchait. Et donc, j'ai 42 ans. Et à 40, moi j'avais des plans de vie. Moi je veux m'acheter une maison l'année prochaine. Moi j'ai l'intention de rencontrer une femme dans ma vie, de me marier. J'ai l'intention de découvrir le monde. Je vais dire, pour faire ça nous prend de l'argent. Et j'avais créé pour moi une entreprise qui créait de la richesse et qui me permettait moi maintenant comme personne d'avoir une vie confortable. Alors donc, une des premières raisons c'était de dire que non, on ne laisse pas tomber 12 années comme ça. La deuxième raison c'est que je veux absolument que les personnes on est en Amérique du Nord, là. On n'est pas dans une république de bananes ici. On est dans un pays de droit. Ici, quand tu réussis, les gens respectent ta réussite et les gens te respectent également. Quand tu te fais avoir, les gens, quand ils sont au courant, ils sont solidaires à ta cause et ils vont te soutenir. Donc, il y a eu cette solidarité des personnes qui disaient, mais c'est bon, parce que si tu reviens, on va te soutenir, parce que honnêtement, si je ne revenais pas, ils allaient me dire, Félix, c'est bien ce qui est arrivé, c'est malheureux, mais ils vont continuer quand même d'acheter le produit. Donc ici, il y a une solidarité des gens qui détestent ce qu'on appelle la crosse, donc cette façon d'arnaquer les gens. L'autre message, c'est que je tiens mon fils. Quand tout s'est arrivé, c'est cet été. Donc mon fils, il a 16 ans. Mon fils, je lui avais déjà demandé s'il avait l'intention un jour de gérer l'entreprise, et il m'avait répondu par l'affirmative qu'il aimerait ça. Alors donc, moi, dans 5 ans, je me disais, mon fils va avoir 21 ans. À 21 ans, j'aimerais commencer à l'initier à tous les différents postes d'entreprise pour qu'il puisse maîtriser la gestion, pour que moi, ça me donne la possibilité de pouvoir, pas prendre ma retraite, mais relaxer et faire d'autres choses pendant que je sais que j'ai au moins un héritier qui fait quelque chose. Et pour mon fils, il fallait que je lui envoie un message, parce que comme il était là pendant ma dépression, pendant que tout ça s'est arrivé, mais il fallait que je donne un message comme quoi on ne se laisse pas abattre, parce que c'est sûr que quand mon fils joue au basketball, les joueurs perdent, c'est moi qui dis c'est pas grave, demain tu vas gagner, tu vois. Moi je tombe, je vais pas lui dire ben c'est fini, papa il peut rien faire. Mais il faut que je lui montre que c'est pas fini, il faut se relever. Mais c'est vrai qu'il faut se relever, hein, mais c'est vrai aussi que c'est trop facile le mot, il faut se relever. C'est vrai. Vraiment, c'est trop facile parce que toutes les personnes il y en a qui se relèvent pas, il y en a qui se suicident. C'est vrai. Moi, j'ai des idées noires et j'ai compris maintenant ce qui arrive aux gens. Tu ne peux pas bâtir un immeuble, puis demain matin, tu le vois s'écrouler. Oui. Non, tu as juste le goût de t'écrouler toi aussi. Alors, mon réveil, ce caractère, en fait, que j'ai eu, c'est dû au fait que je refuse que quelqu'un me vole mon bien. Je refuse que quelqu'un me vole ce que j'ai bâti. Et je prends à témoin dans tous mes clients qui me comprennent, qui m'ont vu, qui m'ont soutenu et qui me disent « Félix, c'est toi qu'on achète. » Alors, écoutez, c'est le plus beau cadeau. Quand quelqu'un me dit « Félix, c'est toi que j'achète », il est en train de me dire « Bon, n'importe quoi, Félix, je vais l'acheter. » Je m'en fous de la trempette à barrette. Donne-moi n'importe quoi. Mais moi, comme je ne peux pas vendre autre chose que des trempettes parce que ne me demande pas un dentiste d'être orthopédiste. Moi, je suis spécialisé en épices. Je ne peux pas aller faire du houmous, même si c'est de la trempette, tu vois. Je ne peux pas aller faire des trempettes avec du lait. Ça m'intéresse pas. Je ne ferai pas du yaourt. Je fais des trempettes. Donc, c'est sûr que quand tu m'enlèves mon gagne-pain, je ne peux refaire que la même chose. Je gagne, c'est ça. Et donc, il faut que je gagne ma vie comme tout le monde. Parce que honnêtement, je ne suis pas un joueur de football. Félix. Toujours un brin d'humour. J'ai une question qui me tient personnellement à cœur, parce que quand j'ai suivi ton histoire justement sur les réseaux sociaux, je me suis posé différentes questions. Pourquoi? Maintenant que j'ai la chance de te rencontrer, j'ai quelques questions pour toi. Lorsque tu as fait un partenariat avec cet homme, est-ce que tu ne t'es pas dit que d'une part, tu prenais du risque? Parce que moi, dans ton histoire, je vois plusieurs risques que tu as pris. Est-ce que tu t'en es rendu compte?
déjà, de déléguer ton travail à un niveau et de donner toutes les recettes, qui est le secret gardé de beaucoup qui ne veulent même pas montrer même un seul d'ingrédients, justement, parce que c'est peut-être ça qui fait la différence. Bien sûr. Mais moi, j'ai vu que non, tu as pris l'élan, tu as confié tout, presque ta vie, justement, à quelqu'un d'autre. Et malgré tout, tu as quand même poursuivi avec cette personne jusqu'à faire partenariat avec lui. Alors dis-moi, est-ce que toi aussi, tu as ressenti que tu as pris des risques? Bien, en fait, c'est une très bonne question. Je te dirais que la première personne qui a ressenti ça, c'est ma mère. D'accord. Depuis l'Afrique. Je lui avais un peu expliqué. Mais en fait, tu vois bien que dans le système, je n'avais pas le choix. Être autorisé dans une bannière, c'est d'avoir une notoriété au Québec. Tous les produits que tu vois dans l'alimentation, si j'arrive quelque part, puis je dis, ah oui, je suis Félix, je suis autorisé par Sobeys, ou je suis autorisé par Métro, il y a une notoriété tout de suite qui s'installe. Tout de suite. Parce que les gens ont du respect. Malheureusement, c'est un peu comme quoi, voilà, c'est comme jouer au football, jusqu'au jour où tu arrives à la Ligue, comme la Champions League. Tu vois, c'est la Champions League chez nous. Donc quand tu arrives là, tu es comme dans la Champions League. Tu peux côtoyer le boss de Coca-Cola. Tu peux côtoyer le boss de Pepsi. Tu peux côtoyer... Oui, c'est ça. Dans notre niveau, c'est ça. Sinon, moi, je suis le gars qui passe en arrière des portes. Allez, bonjour, je vends mes produits en arrière, tu vois. On appelle ça du backpack. Du backpack, c'est correct, mais ça prouve que tu n'es pas encore fort. Mais quand tu arrives là, c'est la Champions League. Donc, pour arriver à cette Champions League, je n'avais pas le choix que de montrer que j'avais les moyens d'en arriver. Mais je n'avais juste pas l'usine. Et s'il avait donc fallu... Et honnêtement, je prends avec toi, ta question est donc plus bonne parce que j'en veux aussi un peu à mes créanciers parce que j'avais soumis cela à la BDC et à Investissement Québec. Je leur ai dit, construisez-moi une usine fédérale. Mais il faut comprendre qu'ils m'avaient déjà donné de l'argent avant pour que justement une usine fédérale. Mais la vétusté des bâtiments dans lesquels je me retrouvais ne me permettait pas d'avoir un permis fédéral. Donc j'ai perdu presque 150 000 $ pour l'amélioration locative, finalement qui n'a rien donné. Donc ils ne voulaient plus me redonner de l'argent une deuxième fois. Et tout ça c'était pour ne pas tomber dans ce que tu viens de dire. Parce qu'en effet, c'est risqué gros. Mais en même temps, tu te dis, on n'est pas dans une république de bananes. Et puis tu te dis, en même temps, le mec, il est assez riche, puis il fait déjà assez de sous-traitance pour d'autres personnes. Avant de rencontrer une personne pour faire affaire avec la personne, il y a toujours une préparation. Moi, je ne lui ai pas donné mon contrat la première journée. Hein. Je peux te dire, je suis allé à Québec plusieurs fois, il est à Chauveau. Ça m'a pris du temps pour connaître le mec. Et quand je venais, il payait tous nos repas, tous mes déjeuners. En plus, je venais avec mon contrôleur de qualité. Parfois, j'allais avec ma comptable. Donc, on a vraiment fait un travail de confiance pour être sûr qu'on convenait, que je donnais, parce que c'est la première fois que je me séparais de mes recettes. Justement, pour faire le partenariat, c'était la meilleure personne pour le partenariat. Il avait une usine déjà. Je viens de me faire saisir une usine. Il a une usine. Donc c'était encore là, une fois de plus la meilleure personne. Mais c'est là où justement, il a décidé de sortir son autre côté. Alors, donc ta question, elle est pertinente, mais en même temps, j'étais dans une posture où il faut faire confiance. Je ne suis pas le premier qui fait de la sous-traitance au Québec. Beaucoup. Il y a des produits que vous allez voir sur le comptoir, là. Regardez l'adresse en arrière, c'est même pas là-bas que ça se fabrique. Parce que le gars sous-traite pour réussir. Donc il faut bien qu'on fasse confiance. Parce qu'on se dit, le gars ne va pas nous faire du mal. Okay. Et je considère même que j'ai déjà gagné, puisque les marchands qui me disent, Félix, viens me vendre ton produit. Moi, je ne peux qu'être heureux. Je ne peux qu'être heureux parce que j'ai dit, ok, bon. Les 12 années, je ne les ai pas perdues finalement. Donc je considère que j'ai déjà gagné. En plus, cette faillite-là m'a changé aussi ma relation avec l'argent. Aujourd'hui, l'argent, c'est plus la même chose. Moi, j'adore ça parce que j'ai un portefeuille, puis sur mon portefeuille, j'ai encore mes deux voitures. J'ai un Range Rover, puis j'ai mon nouveau Subaru que j'ai ramassé usagé, tu vois. Finalement, aujourd'hui, je considère que finalement, les dettes, c'est même pas la meilleure des choses. Là, l'Amérique du Nord nous empoisonne un peu. Je préfère encore une vie à la camerounaise où tu achètes ton vieux taco, mais au moins c'est à toi, que de rouler dans une belle Range Rover qui est endettée le jour où tu n'as plus d'argent. On te le saisit. Donc voilà. Alors, ça a changé ma relation avec l'argent. J'ai plus c'est fou, hein, je m'en fous un peu maintenant de ne plus avoir de l'argent. Tu sais, on dirait que quand tu as fait la prison te fait plus peur, maintenant tu fais plus peur. Quand tu as été mordu par un serpent, tu n'as plus peur. Donc du coup, quand tu as pris tout ton argent, et puis que tu ramassais que tu n'avais rien, ben, on dirait que finalement, dormir dans une voiture ne te dérange pas. Très belle histoire. Juste pour terminer cette partie, j'aimerais que tu donnes peut-être 2 petits conseils aux personnes qui nous regardent, qui ont subi des échecs entrepreneuriaux, et aussi également qui voudraient se relever mais qui ne trouvent pas de solution. Qu'est-ce que toi tu dirais à quelqu'un qui est passé par ton chemin?
Écoute, on le vit individuellement, singulièrement, on le vit, chacun vit cela à sa manière et chacun a ses paramètres au niveau de son entreprise. Il est clair que moi, je n'accepte pas la défaite. Alors là, je n'accepte vraiment pas la défaite. En même temps, je ne joue pas les mauvais perdants. Donc, quand on ne joue pas les mauvais perdants, c'est qu'on accepte de recommencer. On a perdu ce match, on se prépare pour le prochain. C'est ça, quelqu'un qui n'accepte pas la défaite, quelqu'un qui veut vraiment, quelqu'un qui ne joue pas les mauvais perdants. Tu t'en vas pas frapper sur la DSL, tu commences à le casser les pieds. Non, moi je ne joue pas les mauvais perdants, donc je préfère revenir sur le marché, là où ma force se trouve, et démontrer à l'adversaire ou à celui parce qu'il n'est même pas un adversaire, parce que si à la limite tu es mon concurrent, c'est génial, parce que les concurrents j'en ai, et puis mes concurrents, c'est drôle, mes concurrents s'entendent bien. Mais c'est parce que là on n'est plus dans le même... C'est que moi-même aujourd'hui je compétitionne mon propre produit. Alors il faudrait que les gens qui se retrouvent dans une posture comme la mienne se posent la question, est-ce que j'ai le goût de laisser tomber? Est-ce que j'ai vraiment juste le goût de laisser tomber? Parce que vous savez, c'est là où vous vous rendez compte que l'argent n'est pas important. Parce que quand vous tombez, je vous assure, l'argent n'est pas important. Quand on veut créer une entreprise, on pense à l'argent. Mais quand on est tombé, ce qui est important là, c'est le soutien. C'est le soutien que les gens ont. Il y a des marchands là, ça fait 3 mois, ils n'ont pas de trempette à barrette dans leurs étagères. Ils n'ont pas plus de trempette du lion, parce que je ne suis pas encore arrivé chez eux. Mais ils ont décidé qu'ils attendaient. Ça là, l'argent n'achète pas ça là. Lui, ça lui coûte quoi de commander des trempettes à barrette? Ça ne coûte rien. Mais il dit, j'en commanderai pas. Pourquoi? Parce que vous avez laissé ce marchand une confiance, vous avez laissé une empreinte indélébile de bonne personne. Donc, si vous êtes tombé et que vous pensez que dans votre répertoire, vous avez été quelqu'un de bien et que vous avez quelques personnes qui vous font confiance, mais allez frapper à la porte des personnes qui vous ont fait confiance et essayez de voir si ces personnes peuvent vous donner la chance de rebondir. Ça prend juste un marché. Et dans mon cas, ça me prenait un métro ou un Provigo pour que je rebondisse. À partir du moment où il y a un qui voit qu'un est avec toi, ils se suivent généralement. C'est vraiment un effet... Je ne vais pas dire un effet mouton là, mais un effet de domino. Donc, allez voir dans votre répertoire dans quoi vous faisiez et qui est prêt à vous redonner une confiance pour que vous reveniez sur vos pieds. Si vous laissez tout tomber et que vous mettez tout le monde, vous dites par exemple, je donne en disant, ils sont tous pareils. Non, ils ne sont pas tous pareils. Moi, j'ai des marchands qui me disent, Félix, bon, là, j'ai tes anciens produits ici. Donne-moi un mois, j'ai liquide de stock et j'embarque avec toi. Tu vois? Mais il faut accepter ça. Il ne faut pas juste arriver et de vouloir prendre la place. Là, c'est comme le dernier, il y a le profile, vas-y doucement, accepte ce qu'on te donne, accepte ce qu'on te donne. Donc, il ne faut pas juste que les gens laissent tomber. Et imagine-toi, tu as bâti, je ne sais pas moi, un service, je ne sais pas moi, je prends un exemple, je connais quelqu'un qui avait bâti un service une agence de placement. Je pense que c'était un Sénégalais. Et il s'est fait avoir par d'autres personnes qui sont venues le compétitionner dans le même terrain au niveau de l'agence de placement, qui fait que lui, il ne peut plus vraiment compétitionner. Et je me suis lui avoir dit, ben, change d'orientation. Et il m'a dit, je fais quoi? J'ai dit, dis que ton agent de placement n'engage que des femmes qui font dans des préposés aux bénéficiaires. Parce que lui faisait un peu de la main d'œuvre, tout ça. Fais juste préposé aux bénéficiaires pour ton agence, puis change juste de paramètres de ton agence. Et comme aujourd'hui, il a une des meilleures agences de placement qui ne propose que des services de préposés aux bénéficiaires. Et comme la demande est très forte au niveau des problèmes, alors lui, il envoie ses adresses dans tous les CHSD, tous les hôpitaux, CLC au Québec. Et c'est lui qu'on appelle parce que lui, il a réussi à demander à recevoir les CV de toutes les filles, de tous les hommes qui sont dans le milieu. Donc aujourd'hui, il n'est plus juste dans je t'envoie une domestique chez toi qui te nettoie, je t'envoie quelqu'un qui balaie, mais j'ai quelqu'un qui peut... Je vais dans les hôpitaux et en plus, c'est des contrats qui sont plus lucratifs, tu vois. Donc, on peut aussi s'orienter autrement. On n'est pas toujours obligé de revenir peut-être comme moi dans les trempettes. Je ne vous mentirai pas que je peux faire des recettes de boissons. Je peux faire des boissons, c'est sûr. Mais on peut juste changer notre orientation. Mais il y a toujours des clients qui nous font confiance. Mais surtout, ce qu'il ne faut pas faire, les idées noires. Ne vous suicidez pas, la vie est trop belle. C'est vrai que vous avez raison. Dans ce que vous dites, j'ai une petite conclusion. C'est-à-dire, lorsque vous rencontrez des échecs, ça ne veut pas forcément dire que tout est terminé. C'est juste qu'il faut essayer de voir une nouvelle orientation. Définitivement. Également, ou bien les relations que l'on a bâties, on s'appuie dessus. Appuyez-vous dessus, vraiment. Prenez que ce qui marche. Il y a un client, mais un très bon client à moi, mais vraiment un très bon client, qui m'a appelé pour s'excuser l'autre jour, parce que
je lui ai dit que je passais le voir. Puis il était très stressé, il m'a dit Félix, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Puis de toute façon, Félix, je sais que tu as sorti un nouveau produit, moi je préfère rester avec les anciens. Mais lui, il n'avait pas vu la vidéo. Lui, il ne connaissait pas l'histoire. Il savait juste que j'ai sorti un nouveau produit et puis que lui, il a reçu un mémo comme quoi je fais faillite. Je lui ai dit, Pierre, je n'ai pas fait faillite. Pierre, je me suis fait bypasser. Tu es occupé, je le sais, justement. Je ne veux pas te jaser au téléphone. Je passe dans ton coin, je vais t'expliquer. Je me suis juste fait avoir. Il me dit, hein? J'ai dit, ben, quand tu auras le temps, va se tremper de barrette, regarde la vidéo sortie négative Félix. Ben, il m'a appelé la semaine dernière, il m'a dit, je te vois. Donc, tu vois, mais si je m'étais arrêté juste parce qu'il est occupé, parce que moi, je sais quand un gérant me parle à une vitesse, il n'a pas le temps, c'est normal. Mais je sais aussi que parfois, c'est des gens qui se calment à un moment donné qui se posent. Mais là, il t'appelle, puis le premier a dit, non, non, je t'encourage là, excuse-moi la dernière fois. Donc, tu peux recevoir une réponse comme celle-là et tu te dis, ok, il y en a qui ne veulent pas adhérer à mon nouveau concept. Non, chaque jour, écoute, ici aujourd'hui, moi justement, c'est comme les femmes, hein, aujourd'hui elle est peut-être de mauvaise humeur, mais demain t'inquiète, sa bonne humeur reviendra, donc ne te fâche pas trop, ça dépend du mécanisme intérieur, de comment elle se sent. Donc, c'est comme la météo, on se lève au Québec, on met nos manteaux, puis subitement, il fait chaud, on enlève nos manteaux. Donc, les gens vivent souvent des moments difficiles. Il ne faut pas se décourager parce que le premier semble être un peu fermé. Non, non, reviens, puis tu vas pogner une bonne journée, tu lui expliqueras. Parce que tout ce qu'ils veulent, ils veulent comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Alors oui, c'est vraiment, vraiment important. Appuyez-vous sur ce qui compte. Laissez faire les négatifs. Appuyez-vous sur celui-là qui vous encourage. Moi, je suis parti jusqu'en Gaspésie. Pourquoi? La Gaspésie, c'est lourd. Là, je me suis fait 2000 km, près de $600 de carburant, 3 nuits d'hôtel, parce que je savais qu'en Gaspésie, j'ai des clients qui me sont fidèles. C'est important. Et quand les gens voient que tu vas en Gaspésie, ben ça impacte sur les magasins qui sont à côté. Ouais, mais Félix, tu es en Gaspésie, je suis à Montréal. Comment ça, je suis en Gaspésie? Ben, parce qu'à Montréal, tu sens prendre trop de temps. Wow. Merci beaucoup, Félix, pour cette histoire. Vraiment, elle est très inspirante et tu m'inspires beaucoup. Je vais juste te parler un peu plus de Félix. Ce n'est pas qu'un entrepreneur. Félix est aussi un chanteur. Je le suis, amoureux de toi, je le suis encore. Après tant d'années, je te suis toujours fidèle. Ma plus belle œuvre d'art, c'est ton corps. Dans mon cœur, t'es toujours la plus belle. Amoureux de toi, je le suis encore. Aucune femme au monde n'est aussi belle que toi. La plus de la pureté de tes mots font de moi un homme que je ne suis pas. Félix aide aussi les personnes nécessiteuses dans les rues. Il prend ses trompettes, il va donner dans les rues. Ça m'a vraiment beaucoup touché, Félix. Bonjour, venez. J'ai un petit, c'est pas grand chose, mais c'est des légumes. Oh wow, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci énormément. Comment on vous appelle? Evans. Oh, Evans. Oh, il parle un câlin, je m'en fous. Ça va? Ah, je suis fatigué. Oh, mais Evans, qu'est-ce que tu fais là dans la rue? Ben écoute, j'ai pas encore d'emploi et puis je me cherche un travail. Oh, Ah, oui. tu t'es fait coucher là, c'est de merde quoi. C'est mon frère. Mais écoute, ça va bien aller, ne t'inquiète pas, je vais m'en sortir. Oh, moi aussi j'étais sans abri. Ouais. À Rimouski pendant 2 semaines. Ok. Et là, j'ai passé, je t'ai vu. Et là, aujourd'hui, j'organise un événement dont je donne un peu de plateau de crudité. Ça, c'est ce que nous on fait, d'accord? Mais c'est bien. C'est des trempettes que nous on fait. Ça s'appelle les trempettes du lion. Ok. Et ça, c'est des chips aux légumes, d'accord? Waouh. Il y en a assez dedans. Mais oui. Fait que regarde, je vais t'aider un peu là. Merci. Mais non, c'est bon, je vais te laisser. Tu me laisses à côté, Oui, hein? je vais faire pipi. Tu m'en... Ok, ouais, ok, tu me fais pipi. Ça va là-bas. Ok, mais écoute, vas-y, non, vas-y. Fais ton pipi. C'est là que Kevin dort, donc vous voyez bien que c'est ici qu'il passe ses jours. Et aujourd'hui, il dort dans la rue, juste à côté de Radio-Canada. Et ça, ce sont les réalités des humains. Et Ben se dit, j'ai mal aux yeux, j'ai pas dormi. Et il me dit, c'est pas grave, je vais m'en sortir. Vous imaginez? C'est pas grave, je vais m'en sortir. Il est dans la rue, il couche en bordure d'autoroute. Imaginez-vous si une voiture dérape. Cette voiture peut le tuer. Mais il a espoir que ça va aller. Formidable. Formidable. Moi, ça me tord les tripes. Au suivant. J'ai vu ta vidéo, j'avais envie
de quitter chez moi. Je dis, Félix, je veux t'aider, Félix. Mais comment tu fais? Quel est ce courage? Comment tu fais? Raconte-nous. Explique-nous comment tu fais pour avoir des objets à côté, comment tu fais pour vouloir aider. Ben, en fait, on est des Africains, hein. On vient d'une société communautaire. Notre système d'éducation au Cameroun est basé sur le partage. On a tous eu des amis dans nos maisons qui mangeaient dans nos assiettes. Donc, moi, à un moment donné, à Rimouski, j'avais eu des difficultés de couple. Et vous savez, comme au Québec, très souvent, quand vous avez des difficultés avec une femme, la police a tendance à mettre l'homme dehors pour protéger la femme. Correct. Sauf qu'ils n'ont pas de refuge pour les hommes. C'est comme, ah, t'es un mec, tu peux t'en sortir. Les femmes, on leur donne des refuges, mais les hommes, non. Voilà. Quand tu as un refuge, c'est 2 jours. Donc, je me suis retrouvé sans abri. Pendant 2 semaines, j'ai dormi dans ma voiture, le temps que le problème se règle avec elle. Je peux te dire que pendant 2 semaines, j'ai vu c'est quoi être un sans-abri. Parce qu'en fait, pendant 2 semaines, en fait, c'est très drôle parce que, comme j'ai dit dans la vidéo, ça faisait 2009, j'ai eu ce problème en 2019, j'ai eu celui-là. Moi, je suis comme, à tous les 10 ans, j'ai quelque chose qui m'arrive. Donc, si la tendance se maintient, en 2029, il va falloir que je fasse. On n'espère pas. Moi, non. Décembre 2028, je pense que je vais aller me cacher quelque part pour vivre comme 1 an. Et je vais revenir en 2009 parce que j'ai l'impression que moi, je suis un gars de 10 ans. Mais en même temps, c'est aussi vrai. Regardez bien votre vie. Vous ne pouvez pas faire 10 ans sans avoir un problème. Non, après 10 ans, là, vous devez avoir un problème, tu justices un peu. Alors, j'ai été sans abri. Alors, je n'avais pas accès à de l'argent. Et j'avais besoin d'argent. J'ai surtout besoin d'argent pour m'acheter une brosse à dents, une pâte à dents, une débarbouillette et un déodorant. J'avais besoin de $5, pas plus. Ma voiture n'avait pas assez de carburant pour que je puisse démarrer. Mais je l'ai quand même démarré jusqu'à Rimouski. Parce que j'habitais en banlieue de Rimouski. Arrivé, je me suis passé devant un Dollarama. Et les gens qui passaient, je leur demandais, pas de me donner de l'argent, mais de m'acheter une pâte à dents, de m'acheter une brosse à dents, de m'acheter une débarbouillette et de m'acheter un déodorant Axe. $1. Écoutez, je suis arrivé devant le Dollarama, il était 9h le matin. Je suis parti à 16h pour avoir 5 items. Mais j'ai vu passer au moins 500 personnes. Alors, c'était difficile parce que j'étais proprement habillé, là. Je suis pas un gars... J'avais ces vêtements parce que la police m'a mis dehors. J'ai quand même ramassé 2 morceaux de linge, donc je me changeais dans la voiture quand même. Mais je n'avais juste pas rien pour pouvoir dire que je me parfume. Et quand je demandais aux gens, bonjour, j'ai besoin d'$1, pouvez-vous juste m'acheter? Écoute, j'ai trouvé ça dur. Je me suis dit, mais attends, oui, il y en a qui me l'ont acheté. Je ne peux pas dire que la société n'est pas généreuse au Québec, non, loin de là. Mais je veux dire que de 9h30 à 16h30 pour avoir 5 articles, il ne fallait pas que je demande à manger, il ne fallait pas que je demande à quelqu'un de me payer le restaurant. J'allais attendre une journée. Donc je me suis quand même rendu compte qu'il y a une dichotomie entre les gens quand on dit qu'on a des valeurs. Moi, quand je fais la route, je ramasse tous les pousseux sur ma route. Mon ex me dit, toi là, tu vas te faire agresser. Non. Pourquoi? Dans mon pays, les gens font ça, on les ramasse. Donc, je viens du Cameroun, un pays où j'ai vu mes parents ramasser des gens qui étaient dans le besoin. Non. Moi, quand je vois quelqu'un qui est en bordure de route, qui est dans le besoin, qui va, et que je vais faire Montréal-Rimouski, 6 heures. Il faut quand même que je parle avec quelqu'un. C'est bien beau parler tout seul dans la voiture, mais à 2, c'est mieux. Alors, quand je suis revenu de cette aventure-là, je me suis promis en 2009 que je vais aider les sans-abri dans la rue, que je vais donner à manger. Alors, j'ai donc commencé en 2009, j'ai donc initié la trempette à barrettes de sans-abri. Et je prenais donc des plateaux de crudité, je mettais des trempettes, je donnais aux gens. Alors, je faisais ça tous les étés. Alors, tu comprends bien que l'été dernier, j'étais en pleine perte de mon entreprise, j'ai tout perdu. Donc, quand j'ai pu me relever, j'ai dit, oh, mes amis sans-abri. Alors, j'ai donc refait la même chose. Et maintenant, tu as trempé du lion pour sans-abri. Il faut savoir que donner, c'est bon. Hein. On gagne beaucoup quand on donne. Je ferai avec toi. Si je suis au Cameroun, je serais allé donner à mes ancêtres. Tu vois, moi, je suis pas à mes ancêtres. Et je crois aussi que le pouvoir de la générosité, quand tu donnes, tu gagnes beaucoup. Moi, quand je donne, j'ai du plaisir. Si je pourrais en donner, honnêtement, tous les jours, je le ferais. Mais je me suis dit au moins une fois par année, j'ai initié mon fils pour qu'il comprenne justement l'entraide. Pour que si un jour il hérite de la compagnie, qu'il donne. Et on ne donne pas qu'aux sans-abri. On donne aux maisons de jeunes, on donne aux maisons des femmes, on donne aux réfugiés du passant, on donne chaque année des paniers. Donc pour moi, c'est important de donner. C'est tout naturel chez moi, ça ne se force pas. Très bien, très belle qualité. Je vais revenir au chant. Et j'ai cru entendre également que vous voulez devenir professeur de français. Est-ce que justement, parce que vous n'avez pas pu être professeur, vous êtes lancé au chant? Parce que les chansons que vous chantez, c'est vraiment de la pure littérature française. Elle est vraiment inspirante, douce.
ça me rappelle les anciens chants de Cabrel. Cabrel, exactement. Et ça me plaît. Vas-y, parlez-nous en plus justement de cette partie chanteur. Ben, c'est sûr que moi je me définis toujours comme un artiste qui est entrepreneur. Au lieu d'être un entrepreneur qui est un artiste. Moi je pense que je suis d'abord un artiste parce que ça fait longtemps que j'aime la musique, que j'aime la poésie, que j'aime la littérature. En fait, oui, quand je suis rentré ici, je voulais faire un bac en études littéraires pour enseigner plus tard dans les cégeps ici, soit de la philosophie, soit du français. Et depuis le Cameroun, voilà, j'ai fait le collège à Fressaker, à Douala, où j'ai développé vraiment des... Mes profs se sont rendus compte que j'aimais beaucoup la littérature, que j'avais une belle plume, que j'écrivais très bien, et puis je vendais des poèmes d'amour aux garçons qui draguaient les filles les Saint-Valentin. Donc, Nitiwe, écris-moi un poème dont j'écrivais. Et j'aimais beaucoup Cabrel, j'écoutais beaucoup la variété française. Henri Dikongué aussi, j'écoutais beaucoup. J'aimais beaucoup les mots quand ça avait du sens. La prose, les vers, les alexandrins. Donc, je trouvais ça vraiment, cette façon d'écrire, c'était très recherché. Et, je la trouvais belle une phrase, que de dire une phrase banale, mais pourquoi ne pas prendre la même phrase, la construire avec des mots qui parfois ne veulent rien dire, mais qu'une fois c'est dit, ça donne une coloration. Parce qu'au fond, les mots que vous voyez là, en fait, les artistes leur donnent une couleur. C'est les mots que tout le monde utilise. Mais c'est juste que l'artiste, comme on dit, c'est un artiste, il prend le même dos, le même mot, il y met un peu du miel, il saupoudre un peu il y met de la couleur et ça donne quelque chose de très poétique. Alors oui, j'aime beaucoup la musique. Et j'ai profité pour être au Québec pour laisser éclore mon petit talent, parce qu'au Cameroun, il était hors de question que mon papa me voit faire de la musique. C'est pour les voyous. La musique, tu vas jamais gagner ta vie. Tu vas chanter dans les bars. Donc mon papa voyait ça comme ça. Donc ici, j'ai eu la chance de rencontrer le bassiste de Lara Fabien, qui a écouté la chanson « Amoureux de toi, je le suis encore ». Et qui m'a dit « C'est toi ?» Je dis « Oui, mais attends, viens dans mon studio. » C'est un hit. Il me dit, en plus, je me souviens, il m'avait dit « C'est un hit ta chanson, c'est un hit ta chanson. » Et j'ai dit « Ok, pourquoi pas ?» J'avais écrit cela, ça faisait déjà plus de 15 ans que ça traînait dans mes valises. Wow. Ah, moi, mes chansons sont vieilles, hein. Mes chansons sont vieilles. Et j'ai des chansons que je vais sortir dans les années qui viennent, mais c'est des chansons qui ont 25 ans dans mes valises. Et donc, j'ai décidé de dire pourquoi pas. Alors moi, je fais de la musique pour le plaisir. Tu vois, c'est pour ça que je n'ai pas la carrière de Corneille, je n'ai pas la carrière de mes amis, parce que j'aime tellement l'entrepreneuriat que j'y tiens. Dans la musique, j'y tiens, mais pas tant comme l'entrepreneuriat, parce que l'entrepreneuriat nourrit son homme. Et chaque jour, tu as des défis. La musique, c'est une balade. Aujourd'hui, j'ai le goût d'aller en studio aujourd'hui, j'écris une chanson. Alors, mais ça me prend ça parce que c'est ça qui me rend heureux. Quand je conduis pour faire autant de kilométrages, le Québec, c'est vaste. C'est 7 fois la France. Non, ça dit que moi, pour faire le Québec, on le fait en 7 jours. La France, on le prend en une journée. Donc, si tu fais 7 jours pour faire le Québec, il faut que tu aies de la musique dans ta tête. Alors, du coup, je chante. Et quand je fais la route, ça m'inspire. Le paysage m'inspire. Le Québec est magnifique. Les fleuves Saint-Laurent m'inspirent. Les gens m'inspirent. L'amour des gens m'inspire. La gentillesse m'inspire. Et voilà, et je fais ça en chanson. Et ça fait donc que quand je quitte ici, et comme dit Félix, ce samedi soir, tu chantes un mariage, yes! J'arrive là, puis je mets la puis j'oublie que j'étais là pour que j'ai vendu le trompette, et là, je prends mon micro, et je me baigne. Vous savez, moi, je pense que il y a dans la musique une quête de l'amour. Je pense que, j'ai dit ça à ma mère, c'est mes appelés, je pense que je recherche ma mère dans la musique. Oh, c'est mignon tout ça. Et j'ai grandi avec ma grand-maman, donc j'ai pas eu ma maman longtemps pour moi. C'est pour ça que quand je vais en Afrique, j'aime être collé à ma mère. Donc je pense que quand je fais de la musique, je pense que c'est une partie de moi que j'ai pas eu avec ma mère, que je recherche quand je chante. Et je pense que c'est un peu ça. Je pense qu'il y a eu un manque affectif que je trouve dans la musique. Et quand je vais donc chanter, puis que tous ces gens-là, tous ces filles-là se jettent sur moi avec les soutiens-gorge, tout ça. Alors, je pense que je rentre chez moi et je fais comme « Ah, j'ai une belle journée. » Félix, vous êtes très, très humoristique. Bon, qu'est-ce que j'allais dire? Je vous remercie. Il m'a perturbé avec ses soutiens-gorge et tout. En tout cas, ça se voit que vous n'êtes pas simplement un entrepreneur et je vois en fait la musique comme un peu votre sport. Les gens vont courir pour enlever la pression du travail, voilà, et tout ça. Mais vous, c'est la musique, le chant qui vous libère, qui permet de déstresser, tout ça. Moi, je prends la guitare. Je ne sais pas jouer à la guitare. Je prends la guitare et je ne sais pas pourquoi je me mets à jouer. C'est comme ça. Je prends la guitare, je prends les cordes, je me mets là, je gratte. Un son qui sort, je prends mon ordinateur, j'enregistre, je prends
mon enregistreur, je m'amuse comme ça. Après, je balance un ami en studio, je m'en vais en studio. Oui, tu as tout compris. La musique, ça me déstresse, ça m'oxygène, ça me rend aussi très, très humain. Ça permet de sentir ma vulnérabilité. Ça permet de me toucher moi-même en fait, la musique. Vraiment, ça me touche moi-même ce que je fais. Et par la suite, ça me permet de me sentir près des gens. Voilà. Une fois que j'ai eu tout ça, puis je fais ok, c'est correct. Maintenant, je retourne dans mon laboratoire. Travailler. Je fais des trompettes. Voilà. Et je pense d'ailleurs à exporter ces mayonnaises-là au Cameroun. Ces trompettes-là, sous le nom de mayonnaise du lion. Parce que trompette, c'est pas très commerciable pour nous les Africains. Ça fait pas partie de notre culture, de nos mœurs. Donc on va essayer d'appeler ça les mayonnaises du lion. Et justement, comme c'est qu'il y a beaucoup d'Africains qui regardent ça, s'il y a des gens qui veulent partenaires, parce que même si je me suis fait avoir, j'ai pas peur d'avoir des partenaires. C'est bien, vous êtes courageux. C'est bien. Mais il le faut. Écoute, la vie est tellement belle et courte. Si on passe le temps à avoir peur, je vous jure, on ne va pas s'en sortir. C'est vrai. Moi, je me relève, puis j'ai besoin des gens. Tu sais, le plus drôle, c'est qu'on a besoin des gens. C'est surtout pas avec des animaux que je peux faire un partenariat. Si j'avais un chimpanzé qui me disait Félix, on va en affaire, il n'y a pas de problème. Il faut faire des affaires avec des humains et il faut quand même croire qu'il y a encore des gars. Un peu d'humanité. Voilà. Donc, qui ne vont pas juste te voler. Et on n'est pas tous des voleurs. Et il y a vraiment des gars très honnêtes, des femmes très honnêtes. Moi, j'ai des gens qui m'appellent, qui viennent me donner du temps pour faire de la dégustation gratuitement. Donc, il y a encore des gens vraiment honnêtes et humains. Très bien. J'ai aussi une idée pour vous. Pourquoi pas les exporter en France? Oui, j'avais déjà, avec mon ancien produit, les trompettes à barrettes des industries, j'avais déjà les contrats en Belgique. Waouh! Ça tombe bien. Je pense que je vais les remplacer par les mayonnaises du trempette du lion. Ouais, j'ai une saveur qui marchait beaucoup là-bas, que je ne vais pas donner le nom ici pour ne pas que quelqu'un le prenne et s'en va directement. Donc, cette saveur-là, c'est exactement elle que les Français aiment, que les Belges aiment, surtout les Belges, parce que les Belges, c'est des mangeurs de patates. Et donc, oui, on sera en Europe bientôt. Et s'il y a un partenaire français qui me regarde, on peut faire des affaires ensemble. C'est ça. Merci beaucoup de nous avoir écoutés aujourd'hui. Alors, c'était Félix Nithioué, entrepreneur des trompettes du Lion. Vous pouvez aller dans tous les magasins IGA pour le retrouver. Venez nous rencontrer. Bye bye.